racines, je les ai plantées dans cette terre qui m'a maternée, sous ciel tranquille, en exil à cette île. Dans ma sève, y a ce qu'on s'est offert, un doux séjour où le temps n'y est guère. Tu m'as donné, j'ai pris, prends mon grand merci. Mais amis, je dois m'en aller, jamais je n'oublierai ces moments partagés. Amis, je dois m'en aller, jamais je n'oublierai ces moments partagés. Ta-da-da, 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 merci amis. Hey, good morning Québec, bienvenue Johan, ça fait vraiment plaisir de vous avoir. Donc après le merveilleux cadeau que nous a fait Hélène Caldicott en venant s'adresser à nous, après avoir écouté Laurent de Nagano qui nous a parlé avec son cœur par rapport à sa fille de 3 ans et demi, eh bien vous allez nous parler de cette belle province qui malheureusement arriva à des vues sur son sous-sol. Allô, allô? Oui, bonjour. 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 Joanne est à l'écoute aussi. Oui, je vous... Trois, Claude Lucier de Mingani sans uranium, Joanne Roussy et puis Marc Passard de Sept-Îles sans uranium. Oui. Bonjour à tous. Bonjour Québec. Bonjour à vous. Bonjour Joanne, bonjour le Québec. Alors je veux juste préciser une chose, les auditeurs vont l'entendre, mais je n'ai reçu que 3 fichiers audio, donc on a eu cette merveilleuse musique. D'ailleurs, elle est de qui cette musique, cette île? De F. Cournoyer. F. Cournoyer. C'est une auteure, compositeur, interprète du Québec qui réside à Montréal, mais qui aime beaucoup, qui connaît aussi, qui connaît les enjeux sur le nucléaire, qui seconde aussi, c'est sûr, qui parle du nucléaire à sa façon aussi. Et puis, c'est une grande chanteuse. Ah, c'est très beau, c'est plein d'émotions. Moi, j'ai vu Joël, elle m'a fait, c'est formidable. Très jolie voix, très jolie voix. Très belle voix et très beau texte, très bien interprété. Voilà. Oui, effectivement. Effectivement. Puis c'est une amie de Césure aussi. Césure, on peut peut-être rappeler ce que c'est, Césure? Sept-Îles Non, Césure. Bonjour, Césure, c'est Sept-Îles sans uranium. Ah, voilà. Césure.org, S-I-S-U-R. C'est un regroupement citoyen qui a été formé à la fin de l'année 2009 pour se battre contre une compagnie qui faisait de l'exploration à l'intérieur des limites de la ville de Sept-Îles. Si on veut situer cette île par rapport au Québec, nous sommes à environ 1000 km à l'est de Montréal, sur la rive nord du Saint-Laurent. Mais ceux qui sont à l'écoute, allez voir sur Google, checker cette île ou cette île sans uranium, vous allez tomber direct. 7 comme le chiffre 7. Hein. Oui. Il y a 7 îles, donc. Il y a 7 petites îles. Non, Jacques Cartier s'est trompé quand il est passé en 1534. Il y a 6 îles et puis une presqu'île. Ah, d'accord. Mais c'est effectivement nomenclaturé 7 îles. Mais c'est vrai que cette île, c'est mieux que 6,5 îles. Effectivement. Donc, on est un premier groupe là, qui s'est formé. Il y a eu comme une renaissance de l'exploration pour l'uranium en 2006, avec la montée en flèche des prix de la livre d'uranium. On a reçu une nouvelle vague d'exploration au Québec qui avait vu sa fin, si on veut, dans les années 70 avec l'accident de 3 Mile Island. Toute l'exploration qui se faisait au Québec s'était arrêtée abruptement. Donc, cette exploration a repris du poil de la bête, si on veut, en 2006, 2007, 2008. Et maintenant, nous sommes avec, sur la côte nord, les gens connaissent peut-être Tadoussac. Donc, de Tadoussac à Natashquan, environ 500 km à l'est de cette île, toute la longueur accessible par la route qui longe la rive nord du fleuve Saint-Laurent, amène les compagnies à venir faire de l'exploration. Il doit y avoir une vingtaine de sites d'exploration actifs et on y dépense environ 50 millions d'euros par année en exploration là, sur la côte nord et dans le nord du Québec. Donc c'est destiné à être après des mines à ciel ouvert?
Effectivement, des mines à ciel ouvert à très faible teneur, un peu comme la mine de Rio Tinto à Rosling en Afrique. Donc, on parle de teneur de 0,02%, donc environ un tiers de livre à la tonne ou en métrique. Donc énormément de résidus miniers, quoi. Vous allez vous retrouver avec des montagnes. On parle, si on compare avec la Saskatchewan, comme on a entendu parler tantôt, notre prix Nobel qui nous racontait, donc en Saskatchewan, 6 ou 7%. Donc ici, sur la Côte-Nord, on va se retrouver avec 1000 fois plus de résidus que ce qu'on peut retrouver là des sites miniers en Saskatchewan qui sont entre 5 et 10% de concentration. Ici, on est un facteur de 1000. Donc oui, et essentiellement des mines à ciel ouvert. Si vous regardez sur Internet, vous allez voir que le projet de Strateco Incorporé, une compagnie d'exploration minière, qui opère le site Matoush dans les monts Osage, M-A-T-O-U-S-H. Vous allez voir qu'à cet endroit, on trouve des concentrations qui ressemblent à ce qu'il y a en Saskatchewan en profondeur, mais c'est une exception pour le Québec. Tous les gisements qui sont à l'exploration présentement sont en surface. Moi, je voulais poser une question. Le Canada, donc, il y a ces fameux gaz de schiste, et on dit aussi qu'au niveau pétrole, vous avez beaucoup de réserves. Vous êtes une des grandes réserves mondiales. Pétrole de schiste ou non, pétrole pétrole. de sable bitumineux? Je ne saurais pas faire la différence. Je suis conscient de ce qui se passe en Alberta. Le pays est très, très grand. Là. D'un océan à l'autre, on a environ 6000 kilomètres avec une dizaine de provinces là, qui sont alignées comme un peu des rectangles là, sur un damier du Pacifique vers l'Atlantique. En Alberta, il y a beaucoup de pétrole sur la terre ferme. Dans l'Atlantique, pas nord, mais dans l'Atlantique au nord de Terre-Neuve, donc juste sous le Groenland, on retrouve aussi des gisements de pétrole en mer. Mais pour ce qui est à venir, dans ce qui est le potentiel canadien de pétrole, c'est un pétrole de schiste qu'on trouve dans le coin de l'île d'Anticosti ou dans la vallée du Saint-Laurent. L'île d'Anticosti que vous connaîtrez peut-être puisqu'elle avait été achetée par un monsieur Meunier, producteur de chocolat. Ouais, ça rapporte le chocolat. À la fin des années 1800. Donc, sur cette île, présentement, il y a un immense potentiel, comme dans toute la vallée du Saint-Laurent, mais on parle de pétrole de schiste ou de gaz de schiste. Donc, il va nécessiter une fracturation en dessous du golfe Saint-Laurent pour qu'on puisse le ressortir. Donc, ce n'est que des potentiels. D'accord. Donc actuellement, au Québec, il n'y a pas encore de mine d'uranium, mais il y a de la prospection qui est faite. Beaucoup de prospection, mais le gouvernement fédéral vient de donner, il y a quelques semaines, un permis pour permettre la première production d'uranifères québécoise. Ce sera un projet, le projet Matoush, justement dans les monts Osage, qui est plutôt comme le centre du Québec. Pour nous, les monts Osage, c'est où l'eau coule vers les 5 directions, donc vers le nord, l'est, l'ouest, le sud, si on veut, et le sud-ouest. Donc, ils sont bien placés pour polluer toute l'eau, quoi. Absolument. Ben, très, très bien placés pour polluer toute l'eau. Et le fédéral vient de donner un permis pour faire une production pilote afin d'élaborer la configuration de l'usine finale qui sera installée pour arriver au Yellow Cake dans les monts Osage. Donc, si vous allez sur Internet, faites Strateco, puis vous allez voir le projet Matoush, puis vous pouvez regarder sur le site, il y a un profil du gisement et un paquet d'informations. Vous allez pouvoir être à même de constater aussi que quand tout le gisement va avoir été exploité, c'est presque un copier-coller d'un centre d'enfouissement Permanent de la compagnie Sécurade. Donc, nous aussi, on a le bouclier canadien au Canada qui est parmi les plus vieilles roches, les plus stables. Donc, on est visé là, pour un site d'entreposage permanent. Ah, dans les roches de 3,5 à 4 milliards d'années. Effectivement. Avec peu d'activité sismique, donc on devient un site excellent. Une poubelle. Un potentiel excellent pour un entreposage en profondeur de façon simple. Une poubelle. Oui, la poubelle au sommet du Québec, donc à la source de toutes les eaux
du Québec qu'on pourrait éventuellement retrouver une poubelle à 600 mètres sous terre. Là. Et alors, comment vous organisez votre opposition, parce que c'est un petit peu le pot de terre contre le pot d'enfer, quoi, la disproportion de moyens. Comment vous vous débrouillez pour mettre un maximum de bâtons dans les roues à l'abomination nucléaire? Au Québec, on a deux enjeux. Dans le nucléaire, il y a deux centrales, Gentilly 1 et Gentilly 2. Gentilly 1 n'a jamais fonctionné une 50aine d'heures depuis sa construction en 1972, je crois. Gentilly 2 est fermé pour rénovation et un immense débat présentement au Québec pour voir si on va la rénover ou la fermer. Le gouvernement est très pro-nucléaire ou pro-uranium, si on veut, même si on nomme ça ici, on n'en parle pas beaucoup. Donc, le Québec est en train de se pencher sur est-ce qu'on continue, est-ce qu'on reste dans notre production d'environ 2% d'électricité du Québec qui vient d'une seule centrale qui est Gentilly 2, près de Trois-Rivières. De l'autre côté, on a tout le débat pour un moratoire sur les mines d'uranium qui s'ensuit de l'exploration dans le fameux bouclier canadien qui renferme des roches granitites avec une concentration d'uranium assez constante un peu partout dans sa longueur, des Grands Lacs dans la vallée de la rivière Gatineau jusqu'à Blanc-Sablon ou jusqu'à son extrémité est là, de la vallée du Saint-Laurent sur une longueur d'environ 1500 km. Là, le bouclier canadien est très, très proactif, si on veut, en se laissant explorer de tous bords, tous côtés. Donc, il y a des groupes dans toutes les régions du Québec qui sont affectés par l'exploration maintenant, des groupes citoyens qui se sont mis en place, que ce soit en Gaspésie, dans la Gatineau, dans les Hautes-Laurentides, dans le Grand Nord du Québec, sur la Côte-Nord. Donc, où il y a de l'exploration, les gens se sont mobilisés. Puis, on peut dire qu'au Québec, les gens qui ont entendu parler des mines d'uranium sont contre, mais on a beaucoup de problèmes à faire en sorte que ça devienne un débat national qui sorte des régions affectées. Présentement, il y a au-delà de 325 municipalités sur les 1100 quelques municipalités, donc plus de 25% des municipalités du Québec qui demandent au gouvernement un moratoire par une résolution officielle de leur municipalité. Puis on a un cas concret sur la Côte-Nord, en Mingani. Je vais passer la parole à Claude Lucier de Mingani sans uranium, où on utilise une stratégie pour essayer de forcer le gouvernement à à démontrer comment la loi sur les mines peut faire en sorte qu'une région où on n'a pas une acceptabilité sociale pour les mines d'uranium, que le gouvernement mette les culottes et fasse quelque chose. Mais je vous passe la parole à Claude Lucier de Longue-Pointe de Mingan, de Mingani sans uranium. Attendez, parce que moi je suis pas vraiment au courant de tout ça, et ça me rappelle ce que disait tout à l'heure Hélène Caldicott. Il semblerait qu'il y ait des pays au monde qui n'utilisent pas l'énergie nucléaire et qui s'en passent très très bien, comme l'Australie, comme le Canada, mais qui par contre deviennent des producteurs d'uranium. Et ça, c'est quand même très étonnant. Comment se fait-il qu'un pays comme l'Australie, comment se fait-il qu'un pays comme le Canada, qui sont quand même beaucoup plus gros que la France, puisse se passer d'énergie nucléaire, hein, et que nous, petits Français, je veux dire, on est 54 centrales en France. Voilà, il y a quelque chose qui va pas quand même. Je veux dire, voilà, il y a quelque chose qui m'étonne. Mais passer la parole à votre ami, c'est juste que je voulais dire ce que je ressens par rapport à tout à l'heure. En France, c'est 18 centrales, 58 réacteurs. 58 réacteurs, mais voilà. Des pays aussi grands que l'Australie peuvent s'en passer. Comment se fait-il que nous, on puisse pas s'en passer? Ben, ici au Québec, on peut se passer de l'énergie nucléaire. Mais on a l'Hydro-Québec sur la baie d'Hudson, sur la baie Saint James Bay. Oui, voilà, c'est l'Hydro-Québec. Non, mais ils peuvent pas se passer d'en vendre quand même. C'est-à-dire l'Australie, ouais. Voilà, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous pouvez vous passer de la production, mais vous pourriez peut-être vous passer de la vente de l'uranium. On peut se passer de l'électricité faite par l'uranium. Le problème, c'est qu'ils peuvent pas se passer de l'argent. Oui, tout à fait. Le problème, c'est pas l'énergie. Nous, de notre côté ici, en tout cas, c'est ça, on est de la Côte-Nord aussi, la région voisine de cette île, la Mingani. Oui. C'est un endroit magnifique avec des îles qui vivent principalement du tourisme.
Et dans notre région, il y a 8 municipalités sur 8 qui ont passé des résolutions contre l'exploration et l'exploitation de l'uranium. Il y a Rivière-Saint-Jean, Rivière-au-Tonnerre, Havre-Saint-Pierre, Natashquan, Aguaniche, Béjouane-Bête, Longue-Pointe-de-Mingan, Anticosti. Toutes ces municipalités-là ont passé des résolutions. Et la MRC, qui est la municipalité régionale de comté, l'équivalent d'une préfecture en France, a passé aussi sa résolution. Par contre, cette résolution-là, comme les autres, n'ont pas force de loi parce que la loi des mines ici, qui est une loi qui est du début du siècle, est complètement archaïque, qui passe par-dessus toutes les lois municipales, empêche la volonté populaire, en fin de compte, de s'exprimer. Cette loi-là est en commission parlementaire présentement, devrait être votée au mois de mars, et on s'attend à ce qu'il y ait une clause d'acceptabilité sociale qui donnera un peu plus de pouvoir au MRC, aux municipalités régionales de comté. Alors nous, pour un peu légitimer les résolutions des municipalités, on fait une assemblée citoyenne le 21 février prochain avec les citoyens des 2 municipalités les plus concernées pour leur faire signer une lettre d'appui à leur conseil municipal et de demander leur aide pour que la résolution soit respectée par le gouvernement. Donc ça donne parce que la compagnie avait l'intention de revenir malgré la volonté populaire. Ils veulent recommencer leurs travaux au mois de mars quand même. Donc en fin de compte, il y a une volonté populaire de la base au niveau même des municipalités qui s'oppose à un pouvoir central qui remet sans arrêt en cause les décisions prises par la base. Absolument. C'est à cause de la loi. C'est la loi des mines, en fin de compte. Cette loi-là passe par-dessus la loi du ministère de l'Environnement et par-dessus les lois de la loi des municipalités. Tant que cette loi-là n'est pas réformée, les compagnies, en tant que très, très mauvais citoyens corporatifs, décident que la loi leur permet d'aller où ils ne sont pas invités et ils vont allègrement. Donc c'est presque un problème constitutionnel, c'est un problème juridique. Oui, d'une certaine façon, Marc Fafard, c'est sûr, la loi permet d'exproprier un propriétaire terrestre à la phase d'exploration. Donc, la compagnie vient de voir que tu sois la municipalité ou que tu sois un simple citoyen propriétaire terrestre, puis il te dit, tu nous laisses t'explorer. On peut peut-être prendre d'arrangement. Sinon, si vous n'êtes pas d'accord, la loi du Québec nous permet de vous exproprier. Donc, le choix est facile, la négociation est peu simple. D'accord. Donc, effectivement, c'est la loi provinciale. Au Québec, on a 10 provinces au Canada, plus un pays, qui est un peu une confédération. Si on regarde le problème constitutionnel lui-même, s'applique, par exemple, aux Autochtones. Présentement, la Côte-Nord, si on a entendu quelqu'un parler de la baie James ou la baie du Son, si on prend le 51e parallèle, qui est le prolongement de la frontière du Labrador, tout ce qui est au nord de ça, c'est un territoire conventionné. Ça veut dire que les Cris et les Inuits de ce coin-là, à l'extrême nord du Québec, ont signé une entente avec le gouvernement du Canada, et puis cette entente-là est constitutionnellement signée, qui leur permet une certaine autorité sur leur Nitassinan ou leur territoire. Mais tout en faisant ça, les Cris de la baie James ou de la baie du Son ont identifié 3 types de territoires. Les territoires de classe 1, qui sont l'équivalent d'une municipalité. Les territoires de classe 2, qui sont une partie du territoire où les Cris ont un droit de regard, un droit de chasse et d'activité traditionnelle. Et les territoires de classe 3 où ils ont simplement rien à dire. Donc, c'est comme s'il y avait les municipalités, des îlots de parcs, et ensuite le reste du territoire, ou la partie du fromage suisse qui n'est pas les trous, qui est de classe 3, donc ils n'ont carrément rien à dire. Puis dans les Monts-Tiches, en territoire Cris conventionné, le gouvernement du Canada et du Québec sont en train de permettre aux mines d'uranium de s'installer, mais les Cris n'ont carrément rien à dire. Sur la Côte-Nord, sous le 51e parallèle,
il n'y a eu aucune entente entre les nations Innu et Naskapi avec le gouvernement du Québec et puis le Canada. Donc, il n'y a aucune entente ou traité constitutionnel. Donc, à ce moment-là, le Canada est fiduciaire de la bonne vie, autant de la terre-mère, du territoire ou du Nitassinan, que des membres ou des citoyens de la nation Innu. Donc, en bon fiduciaire, en bon père de famille, présentement, M. Harper décide que l'uranium du Québec est maintenant disponible pour suffire les besoins de l'Europe. On n'est qu'un océan Atlantique, là, un petit voyage de bateau à côté. Là. Donc, oui, du côté constitutionnel, les Autochtones ont un enjeu, mais la Constitution a été écrite bien après la loi sur les mines qui date de 1880 ou 1878. Qui a été fait pas très longtemps après la loi sur les Indiens en 1840. Et puis, la dépossession des territoires a été faite à partir de ce moment-là. Alors, déposséder les Autochtones, après ça, déposséder tous les Québécois, les nouveaux colons. Dans le fond, c'est ça un peu qui s'est passé dans ces années-là. En fait, quand les deux Canada, le Haut-Canada et le Bas-Canada se sont réunis ensemble, c'est à partir de ce moment-là qu'il n'y a plus personne qui a été vraiment, vraiment propriétaire d'un sol. Et à ce moment-là, puisqu'il y avait peu de villages ou de villes bien établies, il était clair que si un potentiel de mine existait, on pouvait déménager un hameau. C'était que des tentes et des wagons de cow-boys à ce moment-là. Là. Donc, il n'y avait pas les vraies villes comme on connaît aujourd'hui, puis il n'y a pas l'ancienneté comme on retrouve en Europe, où il y a eu des cités urbaines depuis le milieu des années 1000, si on veut, ici au Canada. C'était que des tentes, que des Indiens, donc on pouvait déménager n'importe qui pour une mine. Donc, cet esprit-là de free mining ou de libre accès au territoire est encore écrit noir sur blanc dans cette vieille loi-là qui a été très peu modifiée là, depuis les 150 dernières années. Donc c'est le droit du 19e siècle qui est appliqué au 21e siècle. J'aimerais souligner aussi qu'actuellement, il y a la loi sur les mines est en train d'être réétudiée sous la forme de loi 14. Et puis, en ce moment, il y a une espèce de salissage ou de campagne publicitaire de certaines industries, de l'industrie et de certains commerçants qui disent parce que la nouvelle loi 14 va donner plus de pouvoir aux citoyens en introduisant l'acceptabilité sociale et puis aussi joint à ça plus de pouvoir aux municipalités. Et puis là, c'est certain que il y a certaines compagnies qui veulent éradiquer ce droit-là là, pour que ça ne fasse pas partie de la loi 14. Ils sont en cabale actuellement. Oui, parce que moi, ce que j'ai compris dans l'histoire, c'est que c'est aussi dangereux pour des pays qui n'ont pas de centrale que pour ceux qui produisent du minerai, puisque c'est dangereux aussi de produire du minerai, finalement, enfin de faire une extraction du nucléaire. C'est aussi dangereux que de l'utiliser dans les pays... C'est les gaz radon. Effectivement, 90% de la radioactivité naturelle qu'il y a dans la roche demeure dans les résidus de mine. Donc, l'uranium, si on veut, l'uranium 238, qui a la plus longue demi-vie, lequel, quand on voit les gens chez Areva qui travaillent dans le Yellow Cake sans masque et sans gants, quand on se fait dire que l'uranium n'est pas dangereux, effectivement, l'uranium 238 a une très longue demi-vie et émet peu, mais tout ce qui reste dans la roche est beaucoup plus radioactif, si on veut, ou beaucoup plus dangereux. On n'a qu'à regarder le scandale de la France contaminée. Je pense qu'on est capable de voir ce qui s'est passé chez vous avec les stériles et puis les résidus de mine qui sont des matières radioactives de faible et de haute intensité, mais qui sont tout de même toujours un problème pour vous à gérer en France. Nous, on n'a pas encore souillé le territoire, puis ce qu'on se dit, c'est que c'est impossible que le Québec fournisse un élément dangereux qui permet à des gens de faire de l'argent et de l'électricité en souillant son propre territoire. Là, on donne souvent l'exemple, quand on en parle de façon simple, c'est comme si vous prenez une douzaine de bières, puis vous en échappez 11 sur le tapis, puis ils cassent, puis vous dites, c'est pas grave, ça sentira pas longtemps. On va repartir avec la bouteille qui est encore pleine, puis c'est celle-là qu'on veut, mais les 12 autres cassez-les dans le salon, puis ça dérange pas, là. Et le salon, c'est chez nous, là.
Vas-y, le renard. Pour le Québec, c'est un fait nouveau, mais pour le Saskatchewan, ça fait quand même 40 ans que ça dure. Est-ce que vous tissez des liens avec le Saskatchewan, justement, pour vous battre au niveau fédéral? Oui, on est en contact avec les gens de la Saskatchewan, mais il ne faut pas oublier une chose. En Saskatchewan, c'est une très longue province du sud au nord. Ouais. Les mines sont dans les bassins versants qui se jettent dans l'océan Arctique. Donc, la population de la Saskatchewan est dans le sud, a peu de chances d'être affectée. L'eau que les gens boivent à Regina ne sera jamais en contact avec les résidus de mine. Donc, le Québec est probablement plus vite contaminé. Accès plus vite aux contaminants D'accord. par l'océan Arctique qui remonte le courant du Labrador puis qui se retrouve à Tadoussac que les gens, la population en général de Saskatchewan. Puis, on a fait Uranium Cité avec un Y en anglais sur le web pour voir qu'une ancienne mine d'uranium, la première en Saskatchewan, est archi-contaminée. Le problème de prélèvement puis de rapatriement des résidus qui sont en train de couler partout dans ce coin-là, c'est incroyable. Puis, la Commission de la Sûreté canadienne ou de la Sûreté nucléaire canadienne dit que avant les années 2000, c'était une autre époque. Maintenant, on est dans les années 2000. Puis, en Saskatchewan, on a un projet pilote merveilleux pour entreposer les résidus de mines d'uranium dans une ancienne mine à ciel ouvert. Puis, c'est notre projet fleuron, si on veut, un projet pilote qui, cet endroit-là, est plein à 10%. Puis, déjà, il y a des écoulements. Donc, on va être obligé de faire une digue dans le bassin de rétention existant pour être capable d'avoir accès à la membrane imperméable qu'on a mis en dessous. Puis imaginez, il n'est que plein à 10%. Donc, la plus haute technologie canadienne dont notre industrie est si fière, le projet pilote est déjà en débandade. Je me demande quand est-ce que les gens vont comprendre qu'il faut... Mais les gens, ils ont compris depuis longtemps. Moi, je me demande quand est-ce que... qui se permet de faire des choses comme ça? Enfin, je veux dire... ça me semble tellement fou que je me demande pourquoi il y a des cerveaux aussi stupides pour massacrer comme ça la Terre. Enfin, voilà. Les gens, ils comprennent, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On est dans la promotion du nucléaire. Moi, il faut se rappeler l'article 2 de l'AIEA. Ils font ça pour la santé et la prospérité des peuples. C'est marqué noir sur blanc. Donc, on est dans un vrai foutage de gueule international. Et moi, franchement, de plus en plus, je me dis que la solution, elle est dans le regroupement de tous les peuples qui souffrent de la mine jusqu'aux déchets ultimes, de toute la filière nucléaire. Il faut cesser cette saleté. Mais bon, même si le peuple se regroupe, c'est pas le peuple enfin, il faudrait plus qu'il y ait des gens qui travaillent dans ces centrales. Il faudrait plus. Alors, il faut peut-être revenir à ce qu'a dit Laurent au Japon, c'est-à-dire que la mobilisation citoyenne japonaise, elle nous apprend des choses très très importantes. Mais il est déjà trop tard. Non, il n'est jamais trop tard. Pour bien faire, il n'est jamais trop tard. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que, en faisant pression sur des élus, parce qu'il faut bien voir que l'uranium, à un moment, ça va devenir de l'électricité. Donc, si on fait pression sur les élus en disant, voilà, par exemple, moi, ma ville, je ne veux plus qu'il y ait d'énergie nucléaire qui serve à alimenter ma ville. Voilà. Donc, on pourrait avoir des mouvements de maires ou d'élus locaux en France ou dans n'importe quel pays qui diraient, moi, non, je veux bien de l'électricité, mais si elle est d'origine nucléaire, non, je préfère m'en passer. C'est ce qui se passe au Japon. Il y a des maires, il y a des gouverneurs de province qui se détachent du nucléaire. Et comment ça se passe au Canada? Est-ce qu'il y a des... Vous avez dit 325 sur 1100. Notre premier ministre vient encore d'aller signer une entente de vente d'uranium à la Chine sans obliger que le traité de non-prolifération soit respecté par les Chinois, un peu comme l'Australie l'ont fait avec l'Inde. L'Inde, oui. Mais comment se fait-il que... cette dimension-là. Puis, il ne faut pas oublier non plus qu'en Saskatchewan, nous avons été les premiers à produire de l'uranium. Ça vient. Donc, il y a quand même une industrie. Puis, présentement, cette industrie-là, en Saskatchewan, vous devriez aller vous promener. J'étais là encore au mois d'octobre l'an passé. Il y a des billboards sur le bord des autoroutes. Areva, bravo, la population. Areva. C'est Areva qui est en Saskatchewan en train de produire de l'uranium. Areva, probablement, utilise ou
est propriétaire d'environ au moins 50% de la production d'uranium à Saskatchewan. Avec Areva Touva. Et Cameco. Donc, vous, les Français, êtes ici en train d'exploiter des mines au Canada. Puis, le gouvernement a un peu, encore l'an passé, a modifié notre réglementation pour permettre à ce que des compagnies étrangères soient, au lieu d'être propriétaires à 49% d'une mine au Canada, soient maintenant être capables d'être propriétaires à 100% d'une mine au Canada. Donc, les compagnies internationales viennent s'installer dans le coin, que ce soit les Chinois, les Indiens, les Français, pour exploiter nos ressources. C'est un peu comme les chercheurs d'or à une époque. Une minus de redevance. Là, les gens au Canada ou au Québec, en moyenne, reçoivent environ 0,5% de la valeur brute du minerai qui est extrait de notre sous-sol. Donc, en bon colon, on est content de travailler dans cette industrie-là. Puis, la Saskatchewan ne fait pas à part du reste des colons du Canada. Alors moi, je suis un peu stupide, mais je vais essayer de comprendre quand même. Donc, d'après ce que je comprends, le Canada était un des premiers producteurs d'uranium. Mais d'après ce que me disait tout à l'heure cette femme qui était en Australie, l'Australie, elle est quand même plus proche de la Chine, on est d'accord? Non? Que le Canada? Nous, on envoie notre uranium aux États-Unis. Si on prend la Saskatchewan, regardez sur la carte, là, 90% de l'uranium de la Saskatchewan transige par camion et chemin de fer en Ontario. Est-ce que c'est dangereux, ça aussi? Et puis ensuite, prend le bateau dans le fleuve Saint-Laurent pour aller vers l'Est. Et est-ce que c'est dangereux aussi, ça, le transport? Ouais. Est-ce que le transport est dangereux aussi? Pas vraiment, parce qu'on parle de Yellow Cake. De Yellow Cake, c'est pas enrichi, c'est peu, c'est pas du combustible. C'est de la poudre d'oxyde d'uranium. Il n'est pas encore... Non, et ni raffiné. Il contient donc énormément d'uranium 238 et voilà. Donc mais pour en revenir à ta question de départ, Roger Nimmo, oui. Sur les méthodes citoyennes, là, actuellement, moi, la seule chose, c'est parce que je réfléchis pendant que vous parlez comme ça, et puis je vois que le seul pouvoir qu'on a ici au Québec, c'est les méthodes citoyennes de vigilance. Vous voyez, actuellement, nous, de cette île, on a réussi à bloquer le chemin, à renvoyer une compagnie d'où elle est partie. Et puis, actuellement, le Manganese sans uranium tente, par des moyens citoyens aussi, de faire partir Huracan. Et la commission Stop Uranium Baie des Chaleurs ont, depuis 2 semaines, réussi à faire abandonner les claims à des compagnies d'uranium. Alors, actuellement, c'est les citoyens, c'est la voie citoyenne, le rassemblement, toutes sortes de rencontres citoyennes qui se fait. C'est les gens qui s'informent par eux-mêmes, parce que tout le monde a un peu compris que ce qui vient du gouvernement n'est pas nécessairement les vrais chiffres. On s'aperçoit que les pouvoirs vont être donnés aux municipalités, mais peut-être pas, ou peut-être qu'il y a des compagnies qui se dépêchent à se développer avant que les nouvelles lois entrent en vigueur, donc pourront pas avoir à rembourser des sommes ou à... Donc, il y a vraiment un gros bouillon actuellement qui se passe au Québec, et puis il y a une façon des citoyens de reprendre leur pouvoir à ce niveau-là. Et puis, c'est un peu de ça que je voulais parler, parce que c'est certain qu'on peut dire, oui, le Québec, on n'est pas encore vraiment entré dans le nucléaire. On pourrait en endurer peut-être juste une petite mine, peut-être, là. Mais c'est qu'en fait, en entrant plus amplement dans le nucléaire, ce qui risque de nous arriver, c'est qu'on devienne vraiment, et d'une façon légitime, par culpabilité mondiale, on deviendrait vraiment un grand site d'enfouissement de tous les déchets. Parce qu'il faut dire que le Canada a été le premier à fournir l'uranium pour la bombe Hiroshima-Nagasaki. Donc, c'est quand même beaucoup d'années là, de distribution d'uranium qu'on a à récupérer de par le monde sous forme d'uranium, de plutonium et de toutes sortes de dépôts comme ça. Donc, c'est une bagarre
des fois d'intimidation, des fois d'aller faire, pas vraiment d'intimidation physique, mais d'aller faire des vigilances citoyennes sur les chantiers de construction, sur les sites de drillage. C'est des affiliations citoyennes à surveiller une voiture d'Areva qui rentre à cette île, à savoir où est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils font, à quel bar ils sont. Il y a des appels citoyens qui se fait de plus on les informe sur la toxicité des sols après une mine d'uranium, plus les gens s'aperçoivent qu'ils doivent se prendre en main puisque nos gouvernements ne le font pas. Il y a un message internet qui dit que l'ironie de l'histoire est que l'univers a été créé par l'énergie et il risque de se détruire par l'énergie elle-même, l'énergie nucléaire. Et moi je pense à ce mot Areva, c'est l'arrêt de ce qui va. C'est actuellement, en tout cas ici au Québec, c'est ce qu'on s'aperçoit. Là, combien il peut y avoir d'embranchements dans une compagnie, dans des sous-compagnies d'Areva? On n'arrête pas de découvrir des affiliations. D'ailleurs, même en fait, notre grand sage qu'on partage l'Europe et le Québec, Hubert Reeves, a été victime. Peut-être que Marc pourra en parler plus amplement là. De ce scandale du projet, là, Marc. Tu peux parler du Hubert Reeves, du scandale? Oui, ici, il y a eu usurpation du nom de Hubert Reeves pour l'Institut Hubert Reeves, qui va faire la promotion et l'information de la science, si on veut, mais c'est un peu fait pogner les culottes baissées à faire la promotion des gisements uranifères dans les monts Autriche. Est-ce que ça a été démenti après? Oui, ça a été dénoncé, et puis M. Reeves s'est totalement séparé de cet institut-là, mais l'institut continue à faire son. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'il est canadien au départ. Au départ, il est canadien, Hubert Reeves. Oui, il est canadien, il est très vieux, puis il habite en France. Oui, il habite en Bourgogne. Mais sa réputation est utilisée à outrance pour justement valoriser les gisements. Parce qu'il n'est pas d'accord. Nous, c'est certain qu'on a été dans les premiers à avoir cette information-là. Puis, au départ, la réflexion était que forcément, dans tout ce que M. Reeves déclarait à propos du nucléaire était toujours à l'encontre de cet organisme-là qui portait simplement son nom. Alors, quand le scandale a éclaté au Québec, ça a pris quelques heures pour que M. Reeves annonce qu'il va interdire dorénavant toute publication, toute recherche et toute compagnie à utiliser son nom. Donc, on sait que M. Reeves, en tout cas, on ne voulait pas l'impliquer là-dedans non plus. Alors, oui, c'est sacrément culotté quand même d'utiliser le nom de quelqu'un de connu, mais en même temps on peut se demander pourquoi c'est contre-productif comme publicité, sauf si le démenti est pas aussi important que la publicité qui a été faite. C'est un système de pensée qui fonctionne plus maintenant à l'ère de la transparence et d'Internet et des piratages faciles à partir d'un salon d'adolescents. Là. Donc je pense que c'est un vieux système qui est en train de s'écrouler sur lui-même, qui est en train de se faire prendre au jeu, de se faire prendre la main dans le dans le paquet, dans le sac. Alors, moi, je crois qu'il faut continuer à aller vers l'Internet, vers la transparence, vers informer toujours le plus justement les gens, puis d'être durable, de s'impliquer auprès de nos citoyens autour de nous, dans les villages, des gens qui nous connaissent, demeurer intègre, parce que c'est pas ici au Québec, ce qui nous protège beaucoup dans nos réputations, c'est qu'on s'implique socialement. Aussi tous de CETIS sans uranium, Megani sans uranium, on est tous des citoyens impliqués différemment, donc on devient moins touchable, moins salissable, parce qu'actuellement, il y en a du salissage qui peut se faire. Il y a même une force qui dort au Québec présentement, qui va être capable de faire contre-poids au gouvernement, puis cette seule force-là, c'est les nations autochtones. Absolument. Les Autochtones ont dans la loi, si on veut, la loi oblige un consentement des nations autochtones. Donc, présentement, l'industrie et puis le gouvernement se servent d'individus autochtones pour essayer de faire valoir un certain consentement qui n'est que démonstration médiatique. Mais la base chez les Autochtones est très branchée
très informée, ou en tout cas, du moins, veut s'informer, est très consciente de la valeur du Nitassinan ou du territoire. Et puis, ils sont les seuls qui, une fois ensemble, s'ils parlaient toutes d'une même voix, les différentes nations autochtones du Québec pourraient mettre un stop à cette industrie-là, qui est l'industrie uranifère ou les mines d'uranium. Donc, pour nous, on travaille fort, on travaille ensemble avec les nations autochtones du Québec, puis les CRI. Les CRI et les DNA. Au projet dans le nord du Québec de Matouche, de la compagnie Strateco. On voit encore, comme en Saskatchewan, l'industrie aller voir quelques individus qui parlent à peine français ou anglais, puis les amener dans des commissions en avant des différentes commissions sur le nucléaire canadien, puis leur faire dire « vous êtes d'accord, puis dire à la commission qu'ils représentent ces aînés-là, toute la nation en arrière d'eux, et c'est complètement faux. Arrivé sur la réserve, l'industrie fait fi de même toute cette partie de consultation-là qui se passe au sud, à Ottawa ou à Toronto, ou à Regina, dans la province de Saskatchewan. Donc, l'image du consentement est un peu comme chez les Blancs. L'image, le média, les communications, c'est le plus grand outil de l'industrie tout de suite. Vous avez vu sur le site d'Areva toutes les vidéos, les animations. Donc, on se fait bombarder à partir de l'école au niveau primaire de campagnes de promotion pour cette énergie verte qui ne produit pas de gaz à effet de serre, qui est le seul fer de lance pour permettre le développement des pays en voie de développement. Comme la France, on est un pays en voie de développement. Il y a le renard qui veut vous poser une question, je crois. Sur le Saskatchewan, c'était aussi des CRI et des DNA, des tribus indigènes qui sont vraiment très engagées dans le combat antinucléaire. Effectivement, il y a des communautés, des gens qui sont très impliqués, mais il y a aussi des sociétés de développement économique, DNA et CRI, qui sont très impliqués économiquement dans ce développement-là. Donc, la façon pour l'industrie de s'acoquiner avec les communautés autochtones, c'est de faire de certains individus des promoteurs, puis de leur donner de la business pour qu'il y ait des dollars qui entrent, puis eux deviennent un peu des lobbyistes à l'intérieur de la nation, mais 99,9% des individus de la nation ne profitent pas de ces apports économiques-là. Si on regarde justement hier à Radio-Canada, on parlait de la Saskatchewan qui subit un boom, là, qui est sous la loupe, puisque Harper vient de signer une entente pour promettre l'uranium de la Saskatchewan à la Chine. 80% des Autochtones en Saskatchewan sont sur le chômage. 6% de la population blanche est sur le chômage. Donc, c'est pas les Autochtones qui profitent de ces emplois-là, puis de ce boom-là. On se demande bien qui c'est qu'en profite encore, hein. On se demande bien qui c'est qu'en profite. Une autre chose, je voulais vous parler, c'est, vous avez répété souvent le mot citoyen. Ce que j'aime dans le mouvement, ce qui se passe au Québec, c'est un mouvement citoyen par la base. Ici en France, nous avons une organisation institutionnalisée, Réseau Sortir du nucléaire, qui a monopolisé le combat antinucléaire, mais qui, dans un sens, a été politisé avec les Verts, puis avec les socialistes, etc. Donc, ça s'est un peu enlisé. Et on essaye de faire revivre, justement, le mouvement citoyen par la base, apolitique. Et c'est très intéressant que c'est exactement ce qui se passe au Québec. Oui, puis je voulais vous demander si vous avez été au courant aussi j'appelle ça des rigolos qui ont investi une centrale et qui sont montés mettre des fanions en haut des Greenpeace là, qui sont arrivés dans une centrale, soi-disant que les centrales sont hyper gardées et qui ont un peu montré qu'en France finalement n'importe qui peut s'introduire dans une centrale et puis prendre possession d'une centrale. Est-ce que vous avez été au courant de ça au Canada? Oui, on a vu ça, puis on a vu ces actions-là. Même nous, l'an passé, on est allé à une distance où on peut lancer une pierre des piscines qui entreposent les résidus de la centrale de Gentilly. Donc, par bateau, ils sont sur le bord de la rivière. Effectivement, ils ont des tanks à l'intérieur des véhicules combat de toute l'armée du monde, mais
quand même, n'importe quel citoyen pourrait aller à côté de la centrale puis de lancer une roche ou une bombe sur la cabane en feuillet de métal qui recouvre les piscines où sont entreposés les barres, les tiges des cœurs des camps d'eau qui sont en train de refroidir. Donc, ici, c'est la même chose. Donc, le pays est tellement ouvert qu'on peut se rendre n'importe où. Donc quand on réfléchit à ça, quand même, on se dit qu'on a bien de la chance que ça soit pas déjà arrivé, qu'il n'y ait pas un terrorisme nucléaire. Il faut toucher du bois en pensant que ça arrive pas, mais donc c'est pas du tout sécurisé. Effectivement, mais pour le commun des mortels, monsieur tout le monde, il n'y a aucun danger. Ça peut même pas exploser, c'est même pas dangereux. C'est que des barres de stainless entreposées dans l'eau. Les gens, il y a eu comme une génération où on a oublié le nucléaire. Au Canada, je pense que pendant une génération, donc les gens qui ont en bas de 30 ans sont même pas conscients qu'il y a un danger. Par chance que Fukushima vient d'arriver, c'est un peu un désastre très triste quand on entend ce qu'on a entendu dans la première heure de l'émission, c'est incroyable. Mais pour monsieur tout le monde qui n'avait pas vécu Three Mile Island ou Tchernobyl, c'est la première fois qu'ils entendent parler qu'une centrale nucléaire peut être dangereuse. Donc, le lobby de l'industrie, le message qui est mis de l'avant est tellement efficace qu'on a lavé le cerveau d'une génération au complet. 25 ans entre Tchernobyl et... Êtes-vous conscient que toute la côte ouest américaine et canadienne, dans les 6 mois suivant le début de la catastrophe de Fukushima, il y a eu une augmentation par 6 de mortalité infantile? On est conscient, mais on n'est pas au courant. Juste pour vous démontrer l'aberration, aux États-Unis, il y a environ, peut-être 1500 points où on mesure les retombées qui sont venues de Fukushima. Au Canada, on en a 0. C'est comme si, du côté canadien de la frontière, il n'y avait eu aucune action, aucune mesure, aucun impact pendant une commission de la Commission de la sûreté nucléaire à Gentilly, à la centrale nucléaire, en mai dernier. Le lait au Vermont, qui est l'État adjacent au Québec aux États-Unis, était condamné puisqu'il y avait une teneur en radionucléide trop élevée pour être consommable. Mais au Québec, on n'avait même pas idée qu'on se faisait mouiller dessus par de la pluie radioactive. Notre gouvernement est complètement, nous garde dans le noir, totalement. Je crois qu'il y a eu une contestation. Il y a une contestation à ce sujet par l'Ordre des médecins canadiens, d'ailleurs, récemment. Effectivement. Ça commence à être un enjeu, puis les gens réalisent en entendant des émissions comme la vôtre qu'effectivement, les nuages passent par ici. Alors, je voudrais revenir sur ce que tu disais, là, le renard, donc des enfants qui sont morts en Amérique du Nord. Le taux de mortalité infantile a été multiplié par 6. Après Fukushima, oui, dans les dans mois... les 6 mois qui ont suivi Fukushima, sur un semestre, le taux de mortalité a été multiplié par 6 sur la côte ouest américaine, Californie, Washington, Oregon et... Ils sont morts de quoi, ces enfants? Non, à la naissance. À la naissance, d'accord. Natale, pardon. Mortalité natale. D'accord. Oui, mais c'est comme le sexe ratio qui détermine même un territoire contaminé. C'est-à-dire que on a entre 5 à 7% de plus de naissances masculines que féminines sur les territoires contaminés. Donc là, on a largement dépassé les 9 mois après la catastrophe de Fukushima. Donc théoriquement, en étudiant les chiffres de la natalité au Japon, on devrait avoir la signature des territoires contaminés qui apparaîtrait. Donc il y a vraiment... Ça voudrait dire quoi? Eh bien, ça voudrait dire simplement que les territoires sont contaminés. Oui, non, mais ça veut dire qu'il y a plus de garçons qui naissent que de filles. Voilà. Oui, bien sûr. Ça veut dire que les chromosomes féminins offrent plus de surface au rayonnement, et donc tout naturellement... Donc c'est des fausses couches. C'est tout plein de facteurs qui vont faire qu'effectivement, il y aura plus de petites filles qui ne naîtront pas que de garçons, et donc ça va favoriser les naissances de garçons. Voilà. Donc ça, on le sait. C'est pas une découverte scientifique, mais on le sait. C'est un indicateur, mais seulement, cet indicateur, il n'est pas au niveau public. Les journaux n'en parlent pas. On ne dit pas, voilà, au Japon, on sait que la majorité du territoire est contaminé. Quand Laurent parlait des boues d'épuration, il y a bien une volonté de disperser les contaminants nucléaires
à travers l'ensemble de l'archipel du Japon. Comme s'ils en avaient pas pris assez. Non, le problème n'est pas là. C'est le problème, c'est la banalisation du risque. Le problème, c'est l'horreur institutionnalisée. Hélène Caldicott l'a dit elle-même. Qu'est-ce que l'on a fait? On est passé de 1 millisievert an à 20 millisievert. Tu multiplies par 20 une dose qui n'est pas acceptable. On est vraiment actuellement il y a l'omerta, mais de l'autre côté, il y a l'autre face de l'omerta. Il y a les propositions totalement criminelles du lobby nucléaire. Il faut bien voir que là, ce sont des générations d'enfants. C'est tout un peuple. Le Japon, je ne sais pas comment il va s'en sortir, parce qu'il faudrait que je puisse être là dans 200 ans. Même dans 50. Mais déjà, oui, mais dans 200 ans... Il y a toutes les guerres aussi, la Syrie, là, qui s'est fait saupoudrer d'armement nucléaire. En Syrie, tout ça. On libère, entre guillemets, là, c'est pas fini, là. Oui. On en libère, nous, des pays. Il y a aussi l'Irak, il y a aussi la Libye, qui vient de prendre la dose. Il y en a combien des territoires qui ne seront pas empoisonnés, là, dans votre côté du monde, là? C'est à se poser la question. Maintenant, des pays qui se bombent eux-mêmes pour faire des essais. Oui, maintenant, le vrai problème, c'est de essayer de savoir pourquoi, alors que, soi-disant, le conflit est terminé en Libye, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu des prélèvements faits sur le terrain pour effectivement connaître l'ampleur de la contamisation en uranium-238? Et pourquoi ils ont utilisé de l'uranium-238 déjà, on pourrait poser la question. Bien sûr. Puis est-ce qu'on a pris des mesures de bruit de fond avant de commencer? Parce que là, on va dire que c'est l'uranium-238 naturel qui est en circulation, puis ça n'a pas rapport avec les autres. Mais bien sûr, mais de toute façon, il faut bien voir la concomitance entre les bombardements en Libye et la catastrophe de Fukushima. On peut même voir une volonté d'utiliser ces armes justement avec l'effet de masque de Fukushima. Effectivement, un peu comme le Japon fait en éparpillant la contamination dans des parties du Japon où c'est pas contaminé, comme si on voudrait étendre le bruit de fond pour qu'il soit égal un peu partout. Exactement. Voilà, c'est ça. Le groupe témoin par rapport aux groupes qui sont contaminés. Exactement. Comme on compare toujours effectivement à partir d'une population témoin, et bien là, en dispersant avec les bouts des centrales d'épuration qui vont resservir d'engrais, donc tout ça, le césium va passer dans la chaîne alimentaire de manière répartie, ce qui fait que lorsqu'on va comparer la région de Fukushima avec une autre région de l'archipel théoriquement épargnée, eh bien ça va réduire le delta, ça va réduire l'écart dans les pourcentages. Et donc c'est vraiment une volonté criminelle. Et là, on passe de hors des périodes de crise, hors des périodes de catastrophe, c'est-à-dire que hors de Three Mile Islands, hors de Tchernobyl, hors de Fukushima, on nous raconte le baratin habituel de le fameux oxymore, la sûreté nucléaire. Voilà. La sûreté nucléaire, pour moi, c'est équivalent aux soldats de la paix. Voilà. Moi, si je vois un soldat, ça y est, je sais que c'est la guerre. Et si je vois du nucléaire, je me dis, ça y est, faut se sauver, là. Ça devient dangereux. Mais ça va au-delà. C'est-à-dire qu'une fois que la catastrophe est là, et que depuis une année, on nous dit qu'on la gère, alors que là, on a bien vu que le 12, par rapport au réacteur numéro 2 de Fukushima, ces criminels soutiennent que la température monte, mais ce sera un problème d'instrument. Mais est-ce que c'est un problème d'instrument? Mais si c'est un problème d'instrument, pourquoi vous injectez de l'eau? Parce que la température monte. Et en fin de compte, on s'aperçoit que le mensonge est institutionnalisé et que par rapport à ça, on a du mal à changer les choses, sauf si on va à la racine. Et c'est pour ça mais il y a quand même quelque chose que je comprends pas, Roger, dans tout ça. C'est que ce sont des hommes quand même qui prennent ces décisions. Ce sont pas des extraterrestres. Ils ont aussi des enfants. Alors, il faut bien voir qu'au Japon, une partie du territoire indien a été achetée. Ça répond pas à ma question. Dans le sud de l'Inde, si ça va répondre à ta question, parce que les gros industriels, par exemple, beaucoup de grosses compagnies de multinationales étaient à Tokyo, les cadres dirigeants, ils sont plus à Tokyo. Ils sont où maintenant? Il y a beaucoup qui sont déplacés sur les États-Unis. Voilà. Mais les États-Unis sont pas contaminés. Moins. Et c'est pas pour rien qu'ils ont acheté un territoire en Inde. Même la production, je pense que la Chine est très intéressée par le fait de récupérer des usines clés en main.
Donc, à mon avis, ils vont trouver, c'est les rois du capitalisme, les Chinois, c'est la République populaire de Chine. Donc, des accords avec Mitsubishi ou avec n'importe quel grand groupe japonais pourra permettre à ces groupes d'accéder en plus à une main-d'œuvre à des prix défiant toute concurrence. Qui n'ira pas en retraite en plus. Et à des... Qui n'ira pas en retraite. Exactement, il y a des milliers d'hectares de zones industrielles. Donc, on est vraiment là, quand on regarde les choses, on est vraiment là. Il y a les peuples que l'on confine, que l'on oblige à rester, que l'on ramène sur des territoires contaminés, les enfants que l'on envoie, en plus, les enfants que l'on envoie à l'école avec des radiamètres au cou, et pendant ce temps-là, les capitaux, eux, ils bougent. Les industriels ne restent pas là. Les industriels, eux, ont déjà mis en place leur plan d'évacuation. Et c'est ça aussi, peut-être, au niveau citoyen, qu'il faut dénoncer. Il faut bien montrer les mouvements. L'immobilisme d'un côté, le mouvement de l'autre. C'est horrible ce qu'on est en train de dire là, c'est vraiment horrible. Même c'est la réalité, je suis désolé. C'est un scénario catastrophe. Je sais pas les Canadiens ce que vous en pensez, mais c'est horrible. Effectivement, c'est horrible, mais on serait peut-être le bon moment pour une petite chanson pour casser cette horrible histoire qui se promène dans nos têtes, prendre une pause. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qu'on fait? C'est laquelle chanson que tu nous suggères? Richard Desjardins, qui est peut-être un peu connu par chez vous, qui a écrit une merveilleuse chanson qui s'appelle Développement durable. Développement durable. Est-ce que tu l'as dans le dossier Césure? Je sais pas, parce qu'il y avait des messages internautes, donc... Parce que moi, je n'avais que 3 morceaux de musique parce que j'ai pas pu charger les 5. Il y en a 3, oui. Est-ce que tu as le développement durable? Je voulais regarder ce qu'ils m'ont envoyé parce qu'il y a des messages internet aussi. Donc bon, alors développement durable. J'ai opposition du plan Nord par Samion et Let's Great Men. Donc il me reste 2 morceaux. Roger, s'il te plaît. Roger, s'il te plaît, j'ai 2 morceaux, Let's Great Men, ou Opposition du plan Nord. Samian du plan Nord, c'est un algonquin du nord du Québec, c'est peut-être une bonne, c'est live, c'est en direct. Opposition du plan Nord par Samian, c'est ça? Effectivement, rap assez impliqué. Donc qu'est-ce qu'on fait? On reste avec le Québec, là? Oui. D'accord. Eh ben, on va la mettre, là. Pierre matériel, on est en train de perdre le Nord et les enjeux sont réels. Vous profitez de la terre pour vos propres envies, sans même réaliser qu'elle vous maintient en vie. Vous voulez profiter pour une seule génération, mais ces terres nourrissent toute une population. Vous voulez déraciner tout le Nord québécois, mais un jour vous comprendrez que l'argent ne se mange pas. Ne t'inquiète, j'ai compris cette question de business. Vous gouvernez un territoire rempli de richesses. N'ayez surtout pas me faire croire que cette terre vous appartient. C'est plutôt grâce à elle que vous respirez chaque matin. Je représente mon peuple à travers l'art. Et je vous annonce de leur part que le peuple en a marre. Mais on connaît vos politiques, les êtres obsédés. Là où il reste un peu d'air frais, vous devez le posséder. Vous faites même basculer notre chaîne alimentaire, assis bien au chaud sur la colline parlementaire. Vous pensez refaire le monde avec vos projets de loi. Mais un jour, vous comprendrez que l'argent ne se mange pas. J'ai vu sur ces terres les plus belles rivières, mais à cause de vos mines, les poissons ont le cancer. Nos ressources naturelles s'épuisent rapidement. Tout ça pour aller vivre près des tours de ciment. Les rivières sèchent, les arbres tombent. Les avares se réjouissent car le dollar monte. Les esclaves de l'argent n'auront rien dans leur tombe. On fait tous des erreurs, mais à leur place j'aurais honte. On sera tous concernés quand la terre sonnera son heure. Je veux juste vous rappeler que vous commettez une grave erreur. Je suis honnête avec vous, votre politique me déçoit. Mais un jour, vous comprendrez que l'argent ne se mange pas. Sur ces terres, il y a des gens remplis de sagesse, enfermés dans vos réserves, prisonniers de vos gestes, qui protègent ce territoire depuis la nuit des temps, parce qu'on habite ces terres depuis plus de 10 000 ans. Avez-vous pensé aux gens qui habitent ces forêts? Vous avez mal calculé l'impact de votre projet.
Cette terre est fragile, sauvage et indemne, aussi riche et fertile qu'une terre africaine. On ne peut la posséder, cette terre nous a élevés. On doit la protéger, elle est mère de l'humanité. Le plan Nord repose sur une génération. Je m'y oppose au nom de toute la nation. Voilà, donc c'est des Québécois. Allô, allô? Oui, bonjour. Oui, alors il y a quelqu'un d'autre qui arrive, là, j'ai l'impression. Bonjour. Oui, bonjour, on vous entend. Ça coupe un peu la ligne. Ah oui? Ben, nous, on vous entend bien. Ah, ben c'est très bien, alors. Alors, que pensez-vous de notre poète Algonquin? C'est du slam, hein, c'est du slam. Oui, il slame très bien et il rappe aussi. Il y a plusieurs... c'est un être très engagé qui travaille aussi sur l'identité québécoise, sur l'identité métissée aussi. Donc, c'est un chanteur, un rappeur à découvrir. Alors là, il y a 2 messages live. C'est des gens qui nous écrivent sur Internet. Il y a Xela qui nous dit qu'elle revient sur le thème. Elle dit que nous sommes tous responsables de l'existence du nucléaire, car nous en servons chaque jour dans notre quotidien. Elle parle pour les Français. Hein. J'ai depuis l'âge de mes 20 ans fait des manifestations contre le nucléaire à Malville, par exemple, où ces CRS nous ont délogés. Mais alors que faire, car des millions de citoyens sont contre et cela n'empêche pas que de nouveaux sites nucléaires se construisent. Alors que faire ? Dénoncer ne suffit pas. Est-ce que vous avez une réponse? Je pense qu'il faut juste continuer à dénoncer, puis il faut surtout travailler à mobiliser nos populations comme nous, on est à le faire en main gagnée. Je pense qu'à un moment donné, on va venir qu'à arriver à quelque chose. Puis je pense que pour ça, il faut la solidarité internationale. Entre autres, nous, ici, au Québec, on sait que on commence à avoir des problèmes avec des promoteurs de mines d'uranium. Entre autres, il y a Areva qui est en train d'acheter beaucoup de petites compagnies canadiennes et québécoises de prospection et qui sont en train d'acheter des claims. On va peut-être vous proposer un petit projet solidaire avec le Québec. On avait pensé réunir les banderoles de tous les organismes québécois qui travaillent contre le nucléaire et les mines d'uranium et vous envoyer ça en France pour que vous puissiez être nos porte-paroles et aller faire une belle grosse manifestation au bureau d'Areva là-bas pour leur dire que nous, ici, on n'est pas intéressés à fournir un matériel dangereux qui va nous empoisonner pour aller empoisonner les autres après. Alors, la demande est officiellement lancée. J'aimerais ça avoir votre opinion là-dessus. Est-ce que vous embarquez dans le dans le jeu? Allez, Géronimo, vas-y. Ah bah moi moi personnellement je veux bien. Il va falloir que j'en parle avec Jean-Luc au niveau du réseau, mais pour moi effectivement sur le principe c'est quelque chose qu'il faut faire tout à fait effectivement. Les gens qui peuvent faire une présence. Comme c'est un problème international, il faut effectivement avoir des échanges de bons procédés entre les différents réseaux antinucléaires. Et donc, voilà. On va se recontacter sur Skype pour mettre l'opération au point. Voilà. Effectivement. Nous aussi, de notre côté, Cécile sans uranium, on fait affaire avec un groupe en Australie qui est en train de mettre sur pied une série de marches le 11 mars au premier anniversaire. Ici aussi, on a une marche le 11 mars. Effectivement, marcher pour la fermeture des mines d'uranium partout à travers le monde. Donc, ce 11 mars, il est dans beaucoup de pays. Il y a aussi, il y a une journée mondiale d'information sur le nucléaire, Global Free Nuke Day Awareness. Et en France, on en parlera tout à l'heure, il y a des choses. Et il y a même la Mongolie où il y a aussi des mines d'uranium qui se joignent à ce jour. Alors là, il y a encore un message Internet. Alors, les chiffres, vous pourrez les confirmer ou pas. Hein. Il est écrit d'après le CERR, Comité européen pour le risque de l'irradiation. Le nucléaire est responsable de 61,6 millions de morts par cancer depuis 1945 contre 1,1
1 million selon les sources officielles. Le nombre de cancers est pour sa part évalué à 123,2 millions contre 2,3 selon les sources officielles. Et l'étude estime en outre que les radiations ont induit une importante mortalité infantile et fétale. 3,4 millions. Qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres ? Moi, ils me paraissent réalistes. Mais comme ce sont les mêmes qui finalement vont vendre les traitements anti-cancer derrière, on s'étonne qu'il y ait tant de cancers. On se demande la cause. C'est plurifactoriel, les cancers. Mais effectivement, les radiations ionisantes et les radionucléides doivent rentrer dans une très grande part. Et notamment les radionucléides artificiels. Parce qu'il faut bien voir qu'un des arguments du lobby nucléaire, c'est de dire la radioactivité a toujours existé. Alors oui, il y a une radioactivité naturelle dans les roches. D'ailleurs, ça explique même le magma et même les phénomènes de tectonique des plaques. Mais par contre, il y a des radioéléments comme le plutonium, qui est d'une extrême dangerosité, qui n'existait plus sur Terre avant les années 40. Donc c'est vraiment les activités nucléaires anthropiques qui ont fait ressurgir sur Terre des radioéléments qui n'étaient plus là. Donc les espèces vivantes, la vie elle-même n'a pas connu cette proximité avec ces radioéléments. Donc ils sont souvent radiotoxiques, mais ils sont aussi chimiotoxiques, c'est-à-dire que chimiquement, il provoque des dégâts terribles au niveau du métabolisme des êtres vivants. Voilà. On parle des humains, mais on peut penser les animaux, les plantes. Aussi, voilà. Aussi. Bien sûr, il y a les animaux, les plantes, les bactéries. Il faut aussi s'intéresser aux mutations des virus et des bactéries, parce qu'il n'est pas impossible que beaucoup de grandes pandémies soient liées à des mutations qui soient liées aux radiations ionisantes. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a mis en mer des fûts en acier qui, la plupart du temps, auront résisté que quelques décennies à l'action de l'eau salée, de l'eau marine. Et on en a aussi enterré un peu à droite à gauche. On a exporté les déchets un peu partout. Donc il n'est pas impossible que certaines pandémies soient apparues à cause de mutations liées à des radiations ionisantes, de mauvais stockage. Le pays qui largue le plus de fûts nucléaires à la mer, qui a le record mondial, c'est l'Angleterre, c'est le Royaume-Uni. C'est normal, c'est une île. Je rigole. Oui, mais ils en ont vraiment. Alors l'Atlantique est vraiment bien miné, quoi. Voilà, moi je voulais demander aux gens du CISUR, est-ce qu'on aura la présence d'un travailleur de Gentilly 2, c'est-à-dire de témoins des méfaits que ça peut représenter que de travailler dans une installation nucléaire En fait, on aurait voulu faire parler Sébastien Bois, qui est quand même à 8 heures de voiture d'ici. Ah oui. Et on n'a pas pu rejoindre, mais j'aimerais quand même qu'on puisse parler de Marcel Jeté. Oui. Jeté, qui est probablement la personne la plus en vue, la plus active là, des travailleurs de l'industrie nucléaire, qui essaye de faire reconnaître ces problèmes de cancer, le lien, ou essaye de démontrer le lien entre la centrale ou ses travaux à la centrale de Gentilly, puis son métier, si on veut. Il y a eu déjà plusieurs offres de la compagnie pour faire un règlement hors cours, si on veut. Il n'a jamais accepté. Puis, il tente toujours d'être le premier employé du nucléaire au Canada à être reconnu de souffrir là, d'une maladie industrielle liée à son travail. Donc, c'est notre pionnier, là, mais il n'est pas encore reconnu officiellement ainsi. Donc, il est malade? Oui, effectivement, il est malade. Puis, il y a un combat de tous les jours, plusieurs cancers. Puis, dans toutes les manifestations, il est toujours partout avec son Esloun. Puis, il essaye de pousser le dossier au maximum, mais comme partout ailleurs... Ils font traîner les choses, comme ça les arrange. Faut garder l'espoir. Là, en France, je crois que c'est au tribunal de Lyon, il y a un agriculteur qui vient de gagner le procès contre Monsanto. Mais c'est pas le nucléaire. Mais c'est déjà une bonne nouvelle, parce que Monsanto, c'est quand même très puissant. Oui, puis on voit des gens au Niger ou des travailleurs aussi qui poursuivent Areva puis qui ont gain de cause. Donc, ça commence effectivement. Je pense que
la puissance du mouvement populaire va faire en sorte que le gros bon sens va devoir un jour refaire surface. Je pense que la perte du nucléaire va être due aux moyens de communication des citoyens de la planète tout entière. Je pense que l'avenue d'Internet puis de Facebook est une grosse épine dans le pied de l'industrie nucléaire, puisqu'on est capable d'avoir de l'information, puis le secret n'existe plus. Oui, sauf qu'ils sont en train d'essayer de verrouiller ça aussi, donc... Plus on en parle, oui, effectivement. C'est sûr, notre groupe Facebook, qui avait 6500 membres, a été éteint par Facebook jeudi passé. Oui, c'est ça, c'est-à-dire ils tiennent aussi le pouvoir de... Le Facebook de fissure. Donc, on se fait hacker de tous les côtés. Dès qu'on parle de marrant, ça. on est... Partir sur ses cendres, faut recommencer toujours. Les gens se réveillent, on fait voyager le message, les gens se réveillent, ils reviennent. Mais à chaque fois que les gens ont eu de l'information, puis ont pris connaissance du dossier, ils sont contre l'uranium. Donc, nous, ce qu'on remarque, c'est un peu comme lorsqu'on est enceinte ou que notre blonde est enceinte, on voit les annonces de couches, puis on voit des bébés partout. Donc, nous, ce qu'on dit, quand les gens ont entendu parler d'uranium, de contaminants, de nucléaire, ils deviennent à l'écoute, puis ils sont capables de faire d'entendre ce qui se dit entre les lignes par l'industrie et par le reste de la population. Une des bonnes façons pour arriver à ça, c'est que nous, Méganis sans uranium, on a décidé, au lieu de faire des soirées d'information où les gens ont de la difficulté à venir, puis où les gens cognent des clous, puis s'endorment, puis ils comprennent pas la moitié du message, on a fait des spectacles. On a fait 2 spectacles à l'espace d'1 mois, une dans une communauté blanche, une dans une communauté autochtone. On a fait des petites animations humoristiques là, pour passer l'information. Entre autres, ici, un des problèmes qu'on a, c'est que s'il installe une mine d'uranium, c'est des montagnes de déchets radioactifs avec une granulométrie d'environ 4 microns, avec des vents de 100-110 km/h. qui est complètement hallucinant. Là. On peut penser à la dispersion des particules. Alors, on a fait un sketch comme ça avec un ventilateur, de la farine, juste pour montrer aux gens un peu, là, pour visualiser ça. Puis ça a été un excellent moyen de mobilisation populaire aussi. Les gens sont repartis, ça se parle beaucoup dans les communautés. Puis pour répondre à votre question tantôt de comment on va y arriver, je pense que c'est à travers un paquet de petites actions comme ça, répétées, incessantes, le faire assez longtemps pour que ça rentre vraiment dans les mentalités et que les gens se rendent compte. Une fois que les gens se rendent compte du problème, après ça, c'est comme ça qu'ils commencent à leur monter et qu'ils ont envie d'établir une solidarité justement entre les groupes et les pays pour arriver éventuellement à faire quelque chose avec ce dossier-là. Je pense qu'il n'y a pas d'autre façon, c'est d'être persévérant puis de s'adresser à l'intelligence des gens qui nous écoutent. Parce que eux, ils font le contraire. Ils s'adressent à la vulgarité. Ils vont je pense que niveler vers le bas dans les entreprises qui font la production. Mais nous, on nivelle par le haut, c'est-à-dire qu'on fait vraiment confiance dans la capacité des gens de recevoir l'information, de la distribuer, puis d'en prendre plus même. Je vous remercie tous. Moi, je pense avec le Cannes France, avec le réseau zéro nucléaire, on se réunira sur Skype pour faire avancer des actions communes. Sur le 11 mars, faut en passer. Sur le 11 mars, oui, effectivement. Oui. Et franchement, merci aux Cisures, merci à vous. Moi, je vous remercie, le Québec. Merci le Québec. Merci le Québec. Ça fait plaisir. Continuez à nous envoyer de l'information, puis à faire circuler tout par courriel. On fait le lien, puis on se tient tous ensemble. Il faut créer d'autres réseaux sociaux si la face du bouc ne veut plus. Je veux dire, on fera autre chose. Hein. Je tiens à vous remercier infiniment de cette merveilleuse initiative que vous avez lancée. Puis on va être présent si ça se répète. Au plaisir. Merci beaucoup. Bonsoir la France. Bonsoir le Québec. Ou bonjour le Québec. Bonjour, parce qu'il n'est pas si tard chez eux.